année, donc le séminaire, à partir aussi de la programmation, s'est construit sur le thème de la transmission. Merci. En introduisant le séminaire, j'avais cité un texte de Agnès Santron, qui s'appelle L'abîme se repeuple, et je te le lis. Parmi les choses que les gens n'ont pas envie d'entendre, qu'ils ne veulent pas voir alors même qu'elles s'étalent sous leurs yeux, il y a celle-ci, que tous ces perfectionnements techniques qui leur ont si bien simplifié la vie, qu'il n'y reste presque plus rien de vivant, agencent quelque chose qui n'est déjà plus une civilisation, que la barbarie jaillit comme de source de cette vie simplifiée, mécanisée, sans esprit, et que parmi tous les résultats terrifiants de cette expérience de déshumanisation à laquelle ils se sont prêtés de si bon gré, le plus terrifiant est encore leur progéniture, parce que c'est celui qui en somme ratifie tous les autres. C'est pourquoi, quand le citoyen écologiste prétend poser la question la plus dérangeante en demandant quel monde allons-nous laisser à nos enfants, il évite de poser cette autre question, réellement inquiétante, à quels enfants allons-nous laisser le monde? Voilà. Et en découvrant la distance, je me suis dit qu'on n'était pas très loin d'un certain nombre de problématiques. Ouais. Voilà. Et donc justement, c'était à partir de cette citation, la question de la nécessité de ce texte. Comment ce texte est arrivé, comment ce texte est paru comme une nécessité, puisqu'il pose aussi à la fois la question de la transmission entre ce père et cette fille, mais aussi la transmission d'un monde qui connaît déjà les catastrophes, qui en est à son quatrième effondrement. Déjà, merci encore une fois pour l'invitation. Je trouve que ces moments d'échange sont un vrai trésor et j'espère que même avec mon français plein de erreurs et mauvaises adresses, surtout dans la question du genre des mots, parce que souvent c'est différent en portugais. Je joue sur la confiance, je fais les erreurs et je passe. Vous allez me pardonner. Voilà, avec la distance, effectivement, le spectacle il commence avec l'envie de travailler ensemble qu'on avait mutuellement, Adama Diop et moi. On avait travaillé la première fois quand on a créé la série Z ici au Festival d'Avignon. Et il y a une complicité artistique, mais aussi une amitié qui est née de ce travail ensemble. Et on avait envie de travailler de nouveau. J'avais envie d'écrire pour lui. Il avait envie de jouer un texte écrit que j'aurais écrit pour lui. Et là, on se rencontrait souvent, surtout pour discuter de la vie, du monde et voir qu'est-ce qui émergeait de nos conversations qui pourrait être en spectacle. J'ai plein de préoccupations, inquiétudes et fascinations et curiosités dans la vie. Une partie, elles sont celles de n'importe qui. Et une autre partie, je commence parfois à identifier, je suis déjà au travail. Je suis inquiet avec ça, ou fasciné de ça. Et ça commence à se présenter comme un sujet de travail. C'est surtout quand je veux apprendre à propos, quand je veux réfléchir à propos, quand j'ai suffisamment de questions qui me occupent à propos d'un sujet, je commence à comprendre que ça va peut-être devenir une pièce parce que c'est ma manière aussi de passer plus de temps et en plus rémunéré à pouvoir adresser un sujet qui m'intéresse. Et avec Adama, on se disait qu'est-ce qu'on pourrait faire. On a identifié quelque chose qui revenait souvent dans nos conversations. Nous sommes tous les deux émigrants en France. Il est sénégalais, moi je suis portugais. Ça veut dire qu'on est dans un contexte où une bonne partie de nos proches sont lointains. Et ça revenait souvent. Comment les mères, la famille, les enfants, etc. Dans son cas, ses enfants sont proches de lui en France. Dans mon cas, ma fille, elle habite le Portugal. Il y avait ce rapport. Après, il y avait aussi, effectivement, tous les deux, nous sommes pères, parents. Ça veut dire qu'on est un processus de gérer cette question. Ma fille, elle est déjà adulte, elle a 23 ans, mais ceux de Adama, ils sont ados. On en discutait beaucoup parce que je pourrais lui dire comment se passerait la deuxième saison de la série alors qu'il est encore à la première saison. Je dirais, le prochain épisode, je te dis, il sera surprenant. Et après, il y avait aussi la question de transmission. Adama, même plus que moi j'ai beaucoup enseigné. Et après, quand j'ai commencé à prendre des postes de
maison ou d'aventure comme le Festival d'Avignon, le temps ne le permet plus parce que je pense que c'est l'activité la plus absorbante, celle qui exige le plus de réflexion, le plus d'accompagnement, beaucoup plus que la création de spectacle. La transmission, je pense qu'elle exige vraiment une concentration sur ce travail-là. Alors j'essaie de contribuer au Festival d'Avignon à une transmission déjà entre spectatrices, spectateurs, beaucoup entre artistes. On a une grande école d'été qui s'appelle précisément Transmission Impossible, qui est coordonnée par Mathilde Monnier et avec d'autres artistes qui accueillent des artistes, des jeunes artistes de toute la France et de tout le monde, Corée, Taïwan, Lituanie, voilà, Algérie, Égypte, Mexique, Brésil, voilà. C'est un groupe de jeunes artistes qui travaillent ensemble, qui découvrent des spectacles, qui découvrent des artistes. Et c'est vraiment essayer d'organiser un peu ce phénomène de transmission qui se développe naturellement au Festival d'Avignon tout le temps, c'est historique, mais essayer de le cadrer un peu, de créer aussi le cadre de confort économique, de voyage, etc., pour que des jeunes artistes puissent le vivre, surtout ceux qui n'auraient pas accès. Sinon, parce que par exemple, les artistes français, ils sont en général, la majorité, ils sont des boursiers qui ont fini une école artistique, et après d'autres parages lointains ou proches, mais parce que la précarité ne permettrait pas qu'ils s'approchent du Festival d'Avignon, qu'ils ont ce contact, c'est aussi qu'ils se rencontrent, parce qu'il y a aussi une transmission qui se fait entre eux. Voilà. Et alors, moi, je m'occupe de ça et nous sommes très intéressés au Festival d'Avignon à accompagner ça, mais j'enseigne plus. J'ai enseigné pendant plus d'une décennie, mais après, le temps ne le permet plus, au moins de la manière que j'aime bien le faire, avec beaucoup de occupation de la chose. Par contre, Adama, il a créé une école de théâtre, une école pour acteurs et actrices à Dakar, ce qui lui permet d'être de nouveau plus présent au Sénégal, entre le Sénégal et la France. Et on discutait beaucoup de ça. Et à un moment, on s'est dit, OK, je pense que la question de la transmission, la question du rapport entre générations, elle nous intéresse beaucoup. Mais par contre, je suis beaucoup plus intéressé à poser la question de ce qui va se passer avec ce rapport entre générations et cette idée de transmission à l'avenir. Surtout parce qu'on vit dans un moment où, à cause de la crise climatique, il y a une espèce de changement par rapport à des notions qu'on trouve vitales, centrales, comme l'espoir, l'avenir, le progrès, au sens large du progrès, l'évolution de la démocratie, des droits, des libertés, etc., où on commence à avoir des évidences que très probablement les prochaines générations vont vivre pire que les précédentes. Alors, c'est pas nouveau. Il y a plein de moments dans l'histoire où les prochaines générations ont vécu pire, mais ils avaient toujours l'aspiration à vivre mieux. C'était une possibilité. Après, il y avait une guerre, famine, ok. C'était plus possible pour cette génération de vivre mieux que ses prédécesseurs. Mais l'aspiration était légitime. Ça fait des siècles et des siècles que chaque génération dit je vais vivre mieux, j'aspire à vivre mieux, et que la génération précédente justifie ses sacrifices au nom d'une meilleure vie pour la prochaine génération. Aujourd'hui, on sait que les évidences scientifiques nous approchent d'un changement de paradigme où on dit à quoi vont-ils servir nos sacrifices à nous, alors qu'on voit que probablement nos enfants et leurs enfants vont vivre pire que nous. Et eux, ils disent à quoi ça sert l'espoir si la science nous dit que ça va mal se passer, on va vivre pire. Et je pense qu'il y a une transmission de ce doute-là qui peut se transformer en renoncement à l'idée d'espoir. On l'a entendu déjà, des activistes climatiques qui disent arrêtez avec votre espoir, il faut juste être extrêmement lucide, ça veut dire extrêmement pessimiste et agir maintenant. Arrêtez avec cet optimisme que vous vous rassemblez tous dans une capitale européenne ou ailleurs et tous les gouvernements vont dire oui, c'est très important, c'est une menace existentielle, etc. Le sommet de Bartaleur, quoi. Le sommet. Voilà. Et dans ce sens-là, je pense qu'il y a un changement et ça nous préoccupait. Et alors, on voudrait faire une espèce de fable ou conte d'anticipation qui pourrait nous poser là, à cet endroit-là, où quelque chose s'est déjà opéré
où le changement est en train il n'est plus quelque chose qu'on projette aujourd'hui, qu'on se dit, est-ce que quelque chose est en train de changer? Le changement est déjà fait, et on est sur les premières conséquences de ce changement, où il y a, par exemple, une jeunesse qui dit, voilà, on ne va pas changer le monde, on va changer deux mondes. Et cette idée-là, elle nous a nourris, même si elle est un peu, voilà, pessimiste. Moi, je dirais pas tellement que ça. Quand les gens me demandent pourquoi tu as fait une dystopie, moi j'ai dit, ouais, regardez les évidences scientifiques, je pense que c'est plutôt documentaire. C'est un documentaire d'anticipation. Mais en même temps, on joue avec ce pessimisme pour garder un certain optimisme dans la vie. Et c'est ça qui nous a permis aussi de nous lancer dans ce conte d'anticipation, mais tout en disant qu'on fait portrait aussi d'un père et d'une fille d'aujourd'hui, que c'est une allégorie. L'avenir, c'est une espèce de... Il a la puissance d'une métaphore pour traiter les questions aussi d'aujourd'hui, mais avec une espèce de profondeur, à cause de la menace qui vient encore déjà comme si elle savait déjà dérouler. On se dit, le mal s'approche, pensons, qu'est-ce qui va se passer? Par exemple, l'amour filial sera quoi après que cette menace s'est concrétisée? En quoi va-t-il se transformer? Et voilà, et c'était un peu ça le début, et on s'est dit, ok, alors c'est un père et une fille. Ils sont séparés, elle part sur Mars parce qu'elle ne croit plus à cette idée de apprendre du passé pour faire mieux chaque fois. Elle dit plutôt que c'était un échec cette stratégie, alors il faut juste effacer le passé, oublier complètement et commencer de nouveau. Ce qui est voilà, vraiment pour moi une vision tellement effrayante, quoi. Presque même chez cette jeune, ça pose la question de la tentation du fascisme, quoi. Enfin, absolument, c'est pas seulement du fascisme, du technofascisme, dans le sens que comment on voit évoluer les autoritarismes aujourd'hui, et on voit que la façon dont la big tech, disons aussi le grand capital, a capturé les idéologies d'extrême droite, les nourrit en les capturant. Voilà, c'est pas très difficile d'imaginer des entreprises autoritaires qui capturent le pouvoir politique, avec lequel ils ont toujours flirté, négocié, conspiré, mais en acceptant que c'est un pouvoir qui n'est pas l'économique, qui doit être acheté, qui doit être amené, traité, négocié. Alors aujourd'hui, je pense que l'autoroute vers tu vois, les grandes entreprises qui capturent le pouvoir politique, les entrepreneurs présidents, voilà, on le voit déjà, ça existe déjà. Ah oui, il n'y a plus de menace, c'est juste l'évolution de ce qui est déjà là. Il y a une infrastructure, d'ailleurs d'impunité aussi, qui est déjà là et qui demande une architecture maintenant. Mais l'infrastructure, elle est là. Les bases de vie, les piliers, tout est là. Et maintenant, on voit la construction, et la construction, c'est... là, nous, on exagère d'une façon un peu simpliste, mais l'idée d'un monde composé par corporations, qui ont plutôt des accords entreprises au lieu de constitution, et après, encore quelques républiques qui ont une idée de constitution, peut-être de démocratie, de représentativité du peuple au pouvoir politique, mais c'est plus acquis que la planète s'organise en démarche de représentativité d'une population ou d'un peuple à travers le pouvoir politique. C'est plus ce qui se passe même avec des dictatures. Les dictatures, n'importe quelle dictature dit « nous sommes la voix du peuple ». Là, l'idée, c'est que des entreprises, elles n'ont plus besoin de dire « nous sommes la voix du peuple ». Nous sommes l'entreprise, nous sommes le board du peuple. Parce que le père n'arrive pas à se faire entendre là-dessus par sa fille, quand même. Le père, quand il rappelle qu'il y a aussi la République et que quand même c'est peut-être là qu'il faut aller, ben, finalement, il n'est pas entendu, enfin, ou il n'est entendu trop tard. Ce que je trouve on a discuté énormément de ça, surtout avec Alison, qui est quelqu'un qui a peut-être une vision encore plus république que Adama et moi. Elle est à fond. Alors pour elle, n'était pas simple d'être la voix de quelque chose de très troublant dans cette pièce. Mais ce qui est intéressant, c'est comment
je pense qu'il y a un vrai risque, et on le voit aujourd'hui, avec une jeunesse qui, via réseaux sociaux, etc., adopte des idées complètement conservatrices, anciennes, hangars, pleines de préjugés, mais qui sont enveloppées dans une espèce de... Ouf, et ça passe. Et très simpliste aussi. Et on se disait que dans ce monde-là de corporations, les corporations avaient la capacité, via des informations, etc., d'avoir aussi pris d'otage l'idée d'espoir, en disant la Terre échec, tout ce que vous avez essayé, vous les démocrates, les républiques, toutes ces tentatives de progrès, rien. Nous, on a une idée nette et claire, on va ailleurs, on a les moyens pour le faire, et qu'il capturait une jeunesse qui défendrait cette idée de changer deux mondes au lieu de changer le monde, et que ça serait le synonyme d'espoir. Finalement, l'espoir pourrait être positif de nouveau, parce qu'on a un avenir souriant. Et là, on est très proche de iconographie rhétorique fasciste, mais complètement déjà adapté à la pub de grandes entreprises. C'est un peu le même que quand Nike fait un vidéoclip, et soudain, tout ce qui est prolétaire, un peu réfractaire, un peu rebelle, est capturé par des baskets, quoi. Si tu as ces baskets, tu es aussi ça, mais soudain, tout cela, des marques qui aussi capturent des iconographies un peu révolutionnaires, et souvent ça devient commercial, et je pense qu'à une grande échelle, ça peut se passer avec des concepts. Le concept d'espoir, de changement pour le mieux, il peut être capturé par cette grande puissance économique et politique et dire l'espoir est là-bas, allons-y. Et soudain, les gens dans la pièce, une des choses qu'on a discuté beaucoup, c'est que est-ce que ces gens qui partent sur Mars sont encore des citoyens ? Et la réponse était effrayante parce qu'on débattait. J'écris pendant les répétitions, ça veut dire que je discute avec toute l'équipe pour arriver à résoudre des problèmes parfois de discussion. Une des questions, c'est que est-ce qu'elle a plus de droits ? Et nous, on a résolu la chose en disant ouais, elle accepte d'avoir plus de droits, liberté, d'être plus citoyenne, etc. Parce que c'est le prix individuel, le sacrifice individuel pour un avenir collectif. Et comme toujours. Et ça, cette idée-là, il y a un sacrifice individuel, mais pour que tout le monde va mieux, oui, je la comprends. Elle est gagnante, quoi. Elle fonctionne. Et soudain, que c'est les personnes elles-mêmes qui choisissent de lâcher ses droits, ses libertés pour participer à un projet qui les inspire. Et ça, on le voit aussi, ça pourrait être une secte, ça pourrait être un groupe fondamentaliste, extrémiste, violent, terroriste, où on se dit, je quitte tout et je me lance là parce que j'y crois. Et pour le bien de l'avenir de l'humanité. Bien sûr. Sur le processus de création, quand même, j'aimerais bien qu'on revienne, parce que c'est vraiment une écriture très particulière, parce qu'elle passe par un dialogue permanent avec Adama, et avec finalement les comédiens, mais aussi visiblement pas que, l'équipe. Toute l'équipe, équipe technique, tout le monde est autour de la table. Okay. Mais ça, c'est habituel dans ton travail ? Ouais. Ah ouais. Ouais. Non, s'il y a quelqu'un qui travaille dans la pièce, je ne comprends pas que cette personne n'aurait pas pu avoir... Pas dans le... Tu vois, imaginons, je suis technicien, je règle les lumières, je suis là, je suis au travail, mais le fait que je n'ai pas l'opportunité d'exprimer mon opinion ou de contribuer créativement à ce travail-là, je pense que ça serait une manque. Après, ce technicien, il n'a pas l'obligation de résoudre les problèmes dramaturgiques, par exemple, mais que la dramaturgie ne soit pas accessible, qu'il n'y a pas une plateforme de... Après, il y a des moments où on se dit, écoute, il a ça à faire, mais les gens qui doivent le faire sont les premières à dire, j'ai pas le temps maintenant pour cette discussion, je dois régler ça. Mais de créer un processus de travail où, par exemple, tous les jours, on a au moins 30 minutes, tout le monde ensemble, à table, pour discuter la répète d'hier,
le problème qu'on a encore à résoudre. Et parfois, c'est des problèmes, c'est vraiment comme des enfants. Qu'est-ce qu'elle va répondre à ce moment-là? Le père vient de le dire ça, mais wow, c'est dur la réponse. Et soudain, Amric, régisseur plateau, il disait, moi je pense qu'il faut vraiment qu'elle dise ça. Hein. Ah oui, tu penses? Et après, Alison dit, non, mais je ne vois pas dire ça. Et après, quelqu'un dit, mais c'est pas toi, c'est le personnage. Ouais, mais quand même, moi, en tant qu'actrice, dire ces mots-là, ça me... Ouais. Et soudain, on est dans un débat. Qu'est-ce qu'elle peut dire comme actrice? Et soudain, ça nous amène encore à quelque chose d'autre que je ne trouverai jamais seul, parce que c'est un dialogue constant et il y a des points de vue très différents. Après, effectivement, ce n'est pas démocratique. Hein. On va vers la... C'est un peu comme nos sociétés, ce qu'on essaye, c'est on va vers la démocratie, mais pas vraiment démocratique. Ça veut dire qu'à la fin, je vais écrire, et quand j'écris, je suis tout seul. J'écris le matin très tôt, de 6h à 8h, 8h30. J'envoie à Thomas Rezendes, qui est le traducteur, parce que moi j'écris en portugais, parce que sinon je fais plein d'erreurs. Je fais plein d'erreurs aussi en portugais, mais c'est des erreurs choisies. Je sais que je suis en train de les faire. En français ou en anglais, je ne serais pas capable. Après, il traduit pendant le matin, 2-3 pages, vite fait. Et à 14h, on est à la répète. Et la première chose qu'on fait, c'est lire le matériel d'aujourd'hui. Et après, on discute, la répète d'hier, etc. Donc ça veut dire, dès le départ, tu arrives quasiment sans texte. Le premier jour de répète, j'ai 1-2 pages. Vous avez vu la pièce, le premier jour de répète, j'avais les 2 premiers messages. Et ça, c'est bien plus que l'habituel que j'ai au début des répètes. Mais j'avais besoin d'avoir le modèle. Une adresse du père, la réponse de la fille, et qu'est-ce qui se passe maintenant? C'était un peu ça. Et après, je réécris. On découvre des choses plus tard, je reviens en arrière. Ça veut dire qu'ils apprennent par cœur jusqu'à très tard. Ouais, j'ai fini la pièce. On a fait la première en lundi, le 3e jour de festival. J'ai fini la pièce le mercredi. Le texte, je l'ai fini le mercredi d'avant. Ouais. C'est ce qui explique que... Ah oui, quand même, Ouais. Mais par contre, je l'ai fini, mais le reste, disons que 1h20 de la pièce, elle était prête à montrer. Ouais. C'est juste qu'on travaille depuis le premier jour sur la tournette, on a déjà des idées de costumes, ça veut dire qu'on lit sur la tournette, on essaie des choses avec aussi, j'ai écrit beaucoup pour la métrique de vitesse de la tournette. On trouvait la vitesse qui convenait à la scène, et après j'écrivais le texte avec la quantité de mots. Voilà, c'était aussi la question, la tournette, l'idée a été dès le départ? Ouais. Ah ça oui, ok. Ouais, ça, bien. C'est pas né, c'est pas... Non, tu savais qu'il y aurait une alternance. On savait qu'il y avait Adama, Alison, père, fille, et 2 mondes différents. Terre, Mars, Avenir, Tournette. Tournette, c'était la réponse. Moi, j'ai besoin d'une espèce de machine dramaturgique pour avancer vers une pièce. C'est quoi le concept? C'est quoi la machine? Comment va-t-on raconter ça? Et pour nous, la première question, c'est comment avoir 2 comédiens sur scène, proches physiquement, et traduire le concept de distance. Distance. Et on se disait que la distance, c'est quand tu as 2 personnes dans une même voiture de métro qui ne se regardent jamais. Elles sont distantes. Et soudain, elles font comme ça, elles sont dans le même wagon, dans la même voiture de métro. Et on se disait, ok, c'est ne pas se regarder. Mais comment ne pas se regarder et comment le public aurait ça, etc. Et on s'est dit, s'ils ne se voient pas, mais on les voit. Et il y a un mécanisme qui nous permet de les voir, de les dévoiler à la fois. Voilà, on a parlé de rideau, on a parlé de lumière, etc. Et soudain, l'idée de tournette nous est venue. Et quand l'idée de tournette nous est venue, on a pensé aux planètes, orbites, etc. Le nous, là, en l'occurrence, c'est qui exactement? C'est dans des nous, conversations avec Adama, moi, Adama, Alison, Fernando, le scénographe, Rui, l'éclairagiste, Pedro qui fait le son, Sophie Bricker, assistante à la dramaturgie, André Pato. Voilà, l'équipe était composée et moi je fais bien en amont quelques jours de rencontres. Okay. Ouais, mais genre une matinée de rencontre, après dans un mois, un après-midi de rencontre, juste pour échanger, pour partager un peu aussi la recherche. Genre, écoutez, j'ai parlé avec une astrophysicienne et elle dit que... et voilà, on avait une astrophysicienne, Marie, qui travaille à l'agence spatiale européenne, une française très jeune, elle a genre presque l'âge du personnage, elle a 27, 28, brillantissime, et qui lisait
des choses pour nous envoyer. Elle a lu le texte à la fin pour nous dire ça va pas. Voilà. On ne voudrait pas que ça soit trop sur l'avenir, mais on ne voudrait pas que s'il y a quelqu'un qui connaît très bien les questions de Terre, Mars, etc., surtout Mars, exploration spatiale, on ne voudrait pas avoir un scientifique à la fin qui vient nous dire mais c'est complètement, vous n'avez aucune idée. Comme ça, tout est un peu... Oui, ce qu'elle nous dit, c'est vraiment science-fiction, mais c'est des choses que nous disons, avec la bonne technologie, on ferait comme ça. Ouais. Et voilà, vivre dans les galeries souterraines en Mars, c'est la seule chance d'avoir une espèce de permanence humaine sur Mars à cause des radiations. Voilà, des choses comme ça. Et ça, c'est très intéressant. Après, ce n'était pas le but, mais c'était d'être un peu accompagné. Et on partageait ça, ce genre de choses. Et là, on se posait déjà des questions de base. C'est quoi le décor? Parce que j'aime bien avoir le décor, les costumes, pas la lumière et le son, ça on fait au fur et à mesure, c'est comme le texte. Mais commencer avec, voici l'équipe, voici l'idée, voici le décor, voici les costumes. Les costumes peuvent encore un peu évoluer, mais le décor monter, parce que ça me permet aussi d'écrire pour le décor. Et ça me permet d'écrire pour le rapport entre comédien et décor. Qu'ils me disent, je pourrais mettre la veste ici. Ah ok, une veste c'est bien. Alors j'ai donné énormément d'importance aux vestes, un peu usées, mais toujours impeccables, dignes du père. Parce que l'arbre permettrait de mettre une veste. Voilà, ça vient comme ça. Alors là aussi, justement sur la scéno, c'est au-delà de la tournette, le rocher, l'arbre, etc. C'est apparu pareil très très vite, tu l'avais déjà Il y a eu 5 Fernando, il adore des maquettes. C'est vraiment un artisan, il adore le matériel, etc. Alors quand on a commencé à discuter, qu'on s'est dit c'est une tournette, il a fait 5 maquettes différentes, inspirées de l'idée qu'est-ce qui pourrait être une traduction poétique de la Terre et de Mars. Et en regardant les 5 maquettes, moi j'ai dit, ici cet arbre était avec cet arbre-là, et ce rocher-là était aussi avec les 2 arbres. Et elle me dit, mais là on ne comprend plus la différence entre Terre et Mars. Et moi j'ai dit, c'est peut-être ça qu'il faut, parce qu'on va tellement parler de la différence entre la Terre et Mars, peut-être ça doit être un peu mélangé, suggéré, mais pas trop explicite. Après, dans quelques maquettes, il avait un mur pour cacher l'autre. Et on se disait, non, ça serait bien de voir tout le temps. Le problème, c'est qu'on les voit. Et on se dit, ça serait tellement simple qu'il se tourne et il la voit, et il ne le fait jamais, et que ça nous trouble aussi, et que quand ça se passe, il y a quelque chose qui se passe, et alors l'idée d'une espèce de transparence, qu'on voit l'autre qui écoute, ça nous semblait aussi intéressant, et c'était un peu comme ça. Il a remonté les maquettes, et après avec l'équipe de l'atelier du Festival d'Avignon, des sculptrices, etc., on a commencé à construire la maquette, je pense février, mars, alors que les répètes ont commencé en mai. Et en mai, voilà, on avait le décor, sans savoir quoi faire avec. Mais après, il faut écrire pour ce décor. Souvent, le public dit « Ah ouais, c'est incroyable comment ton scénographe, à partir de quelques bouts du texte référence, il a construit une chose qui est très poétique, très forte, mais qui a beaucoup de références. » Moi, je dis toujours merci, je vais lui passer votre... Alors que c'est au contraire, c'est sa puissance de... imagination artistique qui me permet d'avoir un espace, et après j'essaie de faire des références à cet espace dans le texte en profitant de sa puissance, et ça conduit beaucoup par exemple toutes les références à des mémoires, à des photos, c'est des références à la nature. Il y a toujours des animaux ou du végétal, des arbres, une montagne, du minéral, un rocher. Il y a toujours, dans tous les mémoires, il parle de la nature, ce qui ne peut pas être trouvé en Mars, tous ces éléments-là, mais aussi parce que c'est les éléments qui sont là. Une arbre morte, une arbre peut-être encore vivante, un rocher, la petite arbre dans la serre, et après, bien sûr, le vinyle et les disques, etc. Mais cette idée d'un espace qui raconte de la mort et de la vie, de la nature, du vivant. Voilà. Alors, l'intérêt particulier pour l'huile d'olive, parce que quand même, cette envie de refaire de l'huile d'olive, avec cette petite arbre, moi j'imaginais que c'était un olivier qui était sous la vigne. Mais... Bravo. Je ne vais pas vous démentir. Évidemment. Mais voilà, parce que l'huile d'olive et la tomate, enfin, on a quand même... Ça c'était... c'est ta culture qui reprend tout d'un coup l'idée que c'est pas possible autrement.
Écoutez, je peux pas m'empêcher. Les références gastronomiques, elles me sortent avec grande facilité. Après, pour moi, c'est la question de... Je voudrais aussi rajouter le goût, l'odeur, l'expérience de manger à cette expérience déjà d'humanité, mais aussi de transmission. Et de mémoire. Et de mémoire. Mémoire et transmission, ça veut dire que voilà, quand on aime une recette, on aime cette recette, on essaye. Il y a beaucoup d'entre nous à qui ça parle, on est toujours à la recherche de cette recette de notre grand-mère. Et chaque fois au resto, on la demande. C'est jamais aussi bon que notre grand-mère, mais on la demande. On veut ça. Et alors, je pense que la référence à l'huile d'olive, aux tomates, déjà, c'est des choses qui émergent aussi de mon quotidien. Moi, j'amène toujours 2 choses du Portugal avec moi. Et c'est pourquoi j'aime bien faire le voyage en voiture, parce que je peux amener en quantité, c'est huile d'olive et café. C'est pas une critique. C'est juste que je ne me reconnais pas dans les opportunités qui me donne la France de huile d'olive et café. Et par contre, par exemple, j'amène jamais du fromage du Portugal. Bravo. Bravo, merci beaucoup. J'amène du fromage et du champagne au Portugal quand j'y vais. Mais c'est voilà, ce rapport à manger au moment voilà, social de manger, de convivialité, d'échange. C'est aussi un moment de transmission. Quand on mange, on parle, voilà, manger en famille, par exemple. Voilà, tout ça, je me disais, ça doit venir, mais c'est ce qui manque aussi quand on part ailleurs. Tu vois, tout émigrant va vous parler de ce qu'il n'arrive pas à manger là-bas, où il vit mieux peut-être, où il a plus d'opportunités peut-être, où il est plus libre peut-être, mais voilà, cette chose-là à manger. Voilà. Et alors, ça est venu aussi comme un exemple encore un exemple, comme partout dans la pièce, de choses microscopiques qui parlent du macro. Voilà, c'est bien sûr un père, une fille, mais on parle de génération, d'avenir, on parle de jeunesse et espoir, etc. Mais on prend la cellule familiale, comme toujours, comme dans plusieurs cas dans le théâtre, on prend une cellule familiale plus petite, le microscopique, pour parler du changement du monde, parce que là, il y a une porte d'entrée humaine d'identification avec, voilà, à une échelle qu'on peut comprendre, et en même temps à une échelle qui mélange le politique et l'intime, le privé, le public, comme, encore une fois, toujours au théâtre. Et je pense que l'huile d'olive parle, voilà, aussi de la joie de vivre, du plaisir, de ces choses invisibles qui nous... voilà, pas l'huile d'olive n'est pas invisible, mais le plaisir associé à l'huile d'olive, voilà. Ouais. Et c'est quelque chose de très... c'est pas quelque chose de très sophistiqué. C'est quelque chose d'ancestral. Voilà. Mais on essaie, par le bilan de la mémoire, d'être en rapport avec tous les sens. La cicatrice tactile, la chose, l'horloge aussi, la chose, l'objet, le toucher, aussi la musique, oui, la chanson, évidemment, chanter la chanson, c'est manger, le goût, l'odorat, tout ça, c'est des outils de mémoire. Voilà. Et alors, c'était ça qui nous amenait beaucoup à toujours traiter la mémoire par le biais voilà, des sens. Oui, parce que Caetano Veloso, c'est clair, que 3 fois dans le spectacle, on sent que c'est l'objet par lequel peut-être, enfin l'objet. On a beaucoup discuté de ces 3 fois. Ouais. Si c'était trop, pas trop, et moi j'ai dit non, la première fois il faut découvrir, la deuxième fois on reconnaît, la troisième fois on est passionné. Et c'est comme ça qu'il se passe la transmission aussi. On adore les chansons que nos parents mettaient tout le temps.
C'est celle-là qui nous marque, même celle qui nous énervait quand on était enfant ou ado. Je le sais bien parce que là, quand j'ai vu Brel à la carrière de Bourbon, moi maintenant j'adore Brel, mais quand j'ai vu Brel à la carrière de Bourbon, voilà, j'ai eu des flashbacks d'enfance. Ouais, genre maman arrête avec ce mec. Mais parce que, enfin, vraiment, ça nous a frappé quand même le fait que la transmission soit au cœur d'énormément de spectacles cette année. Ouais. C'est-à-dire que ce soit Mami, Mario Benucci, que ce soit Brel, que ce soit Evie, enfin avec cette magnifique question de la transmission entre Anne-Teresa et Solal Mariol. Enfin, c'est vraiment... Et Israël et Mohamed. Israël et Mohamed, vous avez vu aussi. Enfin, il y a pas mal de... Comme si c'est une question là qui... Oui, c'est très présent. C'est très présent, comme si c'est une inquiétude quand même. Enfin, cette question de qu'est-ce que je laisse. Même le Canard sauvage de Stermayer, ici, c'était sûr, aussi beaucoup sur ça. Le choix du texte, bien sûr. Donc voilà, c'est cette question-là de qu'est-ce que je laisse à la génération qui suit, quel rapport ça entraîne entre les deux générations, enfin entre les générations, et dans un monde, le sommet là c'est clair, dans un monde qui quand même paraît un peu menacé. Donc, oui, je le vois émerger. Il y a deux sujets que je vois. C'est pas très rigoureux ce que je dis, hein, c'est un ressenti, c'est un peu empirique. Il y a deux sujets depuis que je suis au festival, depuis 2023, c'est 3 ans. Il y a deux sujets que je vois émerger presque partout. Pas toujours affirmés comme ça c'est le sujet de la pièce, alors qu'en plus il y a beaucoup d'artistes qui disent jamais ça, le sujet de la pièce c'est ça. Ils font une pièce et il y a des sujets qui la traversent. Mais je vois émerger deux sujets fondamentaux. La justice est très très présente dans plein de spectacles, explicitement ou alors comme en contexte ou traversée par la question de la justice, très très présente, la justice judiciaire, mais la justice au sens large, les problèmes de la justice, voilà, elle est très présente, et la question de la transmission. Ça, c'est les deux sujets que je vois le plus adressés par les artistes aujourd'hui, choisis ou alors juste présents alors que la pièce est sur quelque chose d'autre ou adresse quelque chose d'autre, mais ces questions, elles viennent se mêler entre les lignes de la pièce. C'est les deux grandes questions que j'identifie, au moins dans notre programmation, alors qu'elles ne sont pas cherchées. Je vous avoue, on cherche le dialogue avec les artistes, on les accompagne sur le prochain projet. Souvent, le projet se transforme, on accompagne le projet, on voit émerger des choses et on dit « Ah ouais, ça se met en dialogue avec ça, et avec ça, et avec ça. » Et quand on discute où, quelle date, etc., on prend en ligne de compte aussi ces possibles dramaturgies, mais qui ne sont jamais imposées. On cherche pas, on parle jamais avec un artiste en disant « J'aimerais bien que tu fasses un spectacle sur ça » ou on cherche des spectacles sur ça, explorer quelque chose. Ça, on ne fait jamais. Parce que je pense que surtout dans un moment de précarité croissante pour les artistes, on ne veut pas se mettre dans une espèce de dialogue qui pourrait faire l'artiste se plier pour des raisons économiques vers un sujet qui ne le fascine pas ou qui ne serait pas son urgence. Justement, la question de la précarité, pour moi, elle est aussi peut-être derrière cette question de la transmission, c'est-à-dire mine de rien, de plus en plus d'artistes, mais les enseignants qui sont ici sont confrontés au même problème pour continuer à exercer aussi cette transmission du théâtre auprès de leurs élèves. Il y a des choses qui sont menacées, qui sont mises en péril, qui sont fragilisées, etc. Et donc, je me dis que ce souci de mais qu'est-ce qu'on va transmettre, comment on va continuer à transmettre, comment, etc. Et quelle est la place du théâtre par rapport à ça, c'est une vraie question aujourd'hui. L'année dernière, il y avait quelque chose de l'ordre de la réparation dans plusieurs spectacles. Et j'ai l'impression que là tu parlais tout à l'heure de la question de l'espoir. Espoir et théâtre, où on en est par rapport à ça? Alors, vaste question, je sais. Il y a deux questions dedans. Une, c'est comment organiser un festival qui permet encore de l'espoir. Et ça, je pense que le rapport à l'éducation et à la formation dans le sens formation d'opinion, ce qui dit la Constitution française que les partis devraient faire et qui n'est plus fait, parce qu'ils sont trop obsédés par des résultats électoraux et des alliances, etc. Je pense que le Festival d'Avignon a une responsabilité de formation d'opinion avec une pluralité qui n'est pas celle d'un parti. Ça veut dire de fournir les outils pour la formation d'opinion. Pas juste formation d'opinion sur l'art, les arts vivants, mais citoyenne. Et dans ce sens-là, ça c'est quelque chose qui nous conduit. Cette pluralité de vision du monde qui correspond à une pluralité d'esthétique, donc une pluralité d'artistes, ça nous conduit beaucoup. Et
le travail qu'on peut faire, surtout avec la jeunesse, mais ça veut dire travailler avec des enseignants, travailler avec des passeurs, pas juste enseignants formellement, mais des gens qui sont dans la vie, dans leur métier, des passeurs, travailler la main dans la main pour créer un espace de découverte, mais aussi de prise de parole de la jeunesse. C'est pourquoi, par exemple, dans le dispositif Première fois, qui est un peu un chapeau pour beaucoup d'activités au sein du festival, mais qui permet en 2023 à 5000 jeunes découvrir le festival gratuitement, venus de toute la France, en 24, 7000, cette année on se rapproche des 9000. Avec les CME1, avec d'autres partenaires, etc., éducation populaire, ou alors éducation nationale, ou alors des groupes organisés par des régions, associations, d'autres festivals, d'autres théâtres qu'on concentre ici. Et ils vont découvrir des spectacles, ils vont parler aux artistes, ils ont des ateliers de médiation, ils travaillent sur les pièces, ils ont des activités, mais ils ont beaucoup aussi de la formation en communication d'une manière ou d'une autre, web, TV, chronique écrite, radio avec Making Waves. Il y a encore des émissions. D'ailleurs, je vous invite à découvrir une émission de Making Waves au Cloître Saint-Louis, au Café des Idées, parce que c'est phénoménal. Ils ont un niveau de professionnalisme radio très impressionnant. L'idée, c'est que des jeunes au festival, ils prennent la parole. Ça veut dire déjà être à l'aise pour être en contact avec la création, ressentir qu'on ne manque pas de code, on ne manque pas non plus de bonnes chaussures, parce que le directeur aussi, il est toujours en basket, voilà, on peut rentrer partout, etc. Qu'on peut vivre l'expérience de proximité, mais qu'on n'est pas passif. Ça veut dire qu'on a la même légitimité qu'une critique de théâtre, de parler dans le spectacle. Et notre parole est aussi, elle n'est pas spécialisée, mais elle est aussi légitime. Il y a une différence, mais elle est aussi légitime que n'importe quelle spectatrice depuis 40 ans du Festival d'Avignon. Alors, les donner le micro pour parler, c'est très important pour nous, parce que ça vient compléter un travail de formation d'opinion qui est l'expression d'une opinion. Peut-être pas très juste, peut-être pas encore avec la solidité qui viendra un jour. Mais déjà, première fois au Festival d'Avignon, et j'ai accédé à une des choses les plus importantes au festival, c'est le débat après les spectacles. Participer à la conversation. On n'est pas juste spectateur passif et on dit, la case est faite, j'étais au Festival d'Avignon, j'ai vu ce spectacle, j'ai aimé, pas aimé. Je parle à propos. Parce que quand on parle à propos, on commence à penser autrement, parce qu'on doit s'exprimer, et on doit être responsable de notre opinion, et on commence en dialogue. Il y a quelqu'un qui ne sera pas d'accord. Quand on n'exprime pas notre opinion, ou quand on l'exprime sur les réseaux, dans un commentaire, etc., on ne s'expose pas à un dialogue qui peut permettre de mûrir notre opinion et la transformer. Mais après un spectacle, on est là physiquement, on le dit à voix haute, quelqu'un nous dit « mais quelle bêtise, mais pourquoi quelle bêtise? Ah ouais, non, mais... Ah. » Et il y a quelque chose qui se déclenche. Alors on aime bien aussi que ces jeunes regardent des spectacles qu'on sait déjà qu'ils vont faire débat et qui sont un peu clivants, pas toujours. Des spectacles aussi plus unanimes, mais il y a des spectacles qu'on pressent, là, ça va faire débat. On aime bien que les jeunes participent aussi à ces spectacles-là, on ne les protège pas de ces radiations de controversie. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très important, et on trouve très important de le faire en complicité avec des passeurs, qui sont des passeurs qui le connaissent mieux, et qui peuvent après les accompagner pendant l'année. Ça peut être... une bibliothèque en Bretagne, ça peut être une fondation qui travaille avec la jeunesse à Marseille, ça peut être une école à Saint-Étienne, enfin, voilà, une pluralité de partenaires, mais on sait que ce partenaire est là avec nous et il va les accompagner pendant l'année après l'expérience avignonnaise. Ça, c'est très important. Après, je pense qu'il y a une dimension aussi de exposition à la diversité et à la complexité, à la diversité de vision du monde qui vient avec le festival, mais aussi à la complexité. Je pense qu'aujourd'hui, un des grands enjeux, et la jeunesse est très important là-dessus, c'est d'être exposé à un discours complexe. C'est très difficile parce que c'est là qu'on risque, mais c'est là aussi qu'on devient service public. L'accès démocratique à ce qui est facile
n'est pas du service public. Je suis désolé. L'accès démocratique à la manque d'exigence, à la chose qui dure 3 minutes, qui est trop facile à comprendre et qui en plus marche déjà dans le marché, qui existe déjà sous les règles du marché, ce n'est pas du service public. Alors c'est quoi le service public? C'est être dans la défense de la liberté de création, mais surtout de la prise de risque d'une création exigeante, parfois troublante, parfois qui nous interpelle, parfois clivante, qui peut même, c'est pas chercher la polémique, mais accepter le risque de polémique, mais une création qui pose des questions aussi sur la création même, sur la compréhension ou l'incompréhension, mais surtout ce qu'on sait qui ne marcherait pas dans les règles du marché. Plein d'artistes qui sont... vous avez vu Martha Lair. Martha Lair, exposée aux règles du marché, ne fait pas du théâtre. Ou s'il fait du théâtre, ça sera du théâtre qui coûte 1000 € le billet, alors que pour des riches. L'accès démocratique, ou le plus démocratique possible, à une création de Christophe Martha Lair passe par la protection de sa liberté de faire le spectacle qu'il souhaite faire, qui est impératif partagé et qui doit être dans l'espace du service public, parce que le service public doit créer les passerelles d'accès facile à cette complexité, parce que le marché le fera jamais et de moins en moins aujourd'hui. Et dans ce sens-là, je vois aujourd'hui, dans un contexte de précarité, d'attaque de l'idée même de service public à plusieurs endroits, dans l'éducation, dans l'audiovisuel, dans la culture, etc., la rhétorique complètement mensongère d'une culture hors sol, élitiste, etc., parce que certes, il y a des défauts dans le service public culture français, mais ce que je dis à mes camarades qui parfois glissent dans l'autoflagellation et disent « oui, on a mal fait, on ne touche pas les gens, on ne les a pas écoutés », je leur dis toujours « alors, petit stage dans un autre pays, dans moi, rentrez en France et dites-moi si vous avez trouvé un pays avec un service public de culture tellement décentralisé, tellement proche du peuple, avec tellement d'outils, tellement de financement. Après, c'est parfait? Non. Ce qui se passe aujourd'hui est grave? Oui. Oui, parce qu'on est en train de menacer 80 ans d'aventure démocratique, un patrimoine démocratique, c'est du patrimoine, hein, l'exception culturelle. C'est pas genre quelque chose, c'est pas une opinion, c'est un patrimoine démocratique. C'est un outil d'émancipation qui était inventé pendant 80 ans, qui vient de l'après-guerre, qui vient comme une idée aussi de résistance à ceux qui savaient passer et qui ne devraient jamais de nouveau se passer. Et alors ne pas revendiquer cette histoire et accepter la prémisse mensongère d'une culture hors sol ou d'un service public tout court hors sol, c'est juste le début de l'échec. Déjà, c'est blanchir l'histoire, c'est cracher sur les efforts de générations qui nous ont permis d'avoir cet outil-là. C'est de la transmission. Mais après, je ne veux pas dire c'est excellent, tout se passe bien. Non, il faut le perfectionner. Mais pour le perfectionner, pour développer de nouvelles idées, pour aller plus loin dans cette démocratisation, mais aussi dans cette liberté de création et dans la diversité de création, il faut quand même revendiquer et dire, les gars, c'est un grand patrimoine qu'on a construit. C'est pas 3-4 mensonges sur un média d'extrême droite qui a le droit à le remettre en question. La question, c'est pas de défendre des droits acquis. C'est de dire, ça c'est la base pour ce qu'on va encore conquérir. Mais on ne peut pas accepter que cette base n'existe pas, c'est juste un mensonge. Et alors je pense qu'aujourd'hui, avec cette rhétorique et avec la diminution de financement public et de défense politique des services publics, il y a un vrai chemin dangereux d'autocensure, où ce qui va se passer, c'est qu'on va commencer à dire, à mon avis, le danger c'est de dire, pour pouvoir continuer à avoir un accès démocratique à une activité de création, je vais rendre l'activité de création un peu plus facile pour que ça marche toujours, réussite de public, etc. Ça me permet de protéger mon organisation parce qu'à la fin, c'est l'institution qui doit être protégée. Moi, j'ai des doutes sur ces questions-là. Mais voilà, disons que ouais, c'est aussi une de mes priorités, c'est que le Festival d'Avignon continue à exister. À quel prix? Voilà. Et je pense qu'il y a une ligne rouge où il n'a plus de sens. C'est le sens qui doit continuer à exister. Et le sens, il n'y a pas besoin d'accès démocratique comme celui qu'on vit ici de plus en plus au festival, même si
beaucoup encore à faire, oui. Mais l'accès démocratique à la création n'a pas de sens s'il n'y a pas de liberté de création. Pour avoir liberté de création, il faut avoir liberté de programmation, et on ne peut pas rentrer dans un système où des appels à projets qui viennent des cabinets politiques sont la façon de contrôler les sujets que les artistes commencent à travailler. Et on le voit dans plusieurs autres champs. C'est un binôme du service public. L'accès démocratique, absolument impératif, mais à la liberté de création avec exigence, avec complexité, et surtout dans une société qui simplifie les discours pour mieux manipuler, où tout est simpliste, tout est court, tout est oui ou non, où il n'y a plus possibilité de dialogue à partir d'un dissensus. On n'est pas d'accord, on se déteste. Nous, au Festival d'Avignon, on n'est pas d'accord, on s'assoit et on devient des amis, parce qu'on n'est pas d'accord. Ce dissensus fertile, démocratique, il exige de la complexité, sinon il n'y a pas de dialogue, on est juste contre ou pour. Mais s'il y a de la complexité, on se demande, mais qu'est-ce que tu veux dire par ça? Parce que j'ai vu autre chose. Ah alors, c'est une question d'interprétation. Ah ouais, non, peut-être tu as raison avec ta grille de lecture, mais moi je pensais que, voilà, on est en train de coopérer. Mais la question de l'autocensure, parce que pour moi c'est aussi la liberté de création, si elle est accompagnée d'autocensure, c'est-à-dire s'il y a des formes où on ne va plus oser emmener les jeunes, on ne va plus oser faire des projets autour, etc., c'est aussi un vrai problème. Et ça, pour moi, c'est aussi ce qui nous menace. C'est-à-dire, mais quand tu dis sur la première fois, c'est aussi important de confronter des jeunes à des formes qui, de fait, peuvent les percuter, les interroger, voilà. Pour moi, c'est absolument... Enfin, parce qu'on est tous des passeurs. Hein, tu vois, c'est cette question-là, je crois qu'aujourd'hui, elle est absolument essentielle. Même si ça devient de plus en plus difficile. Oui, mais la question, par exemple, on discute beaucoup parfois avec des enseignants avec lesquels on travaille et des partenaires. Et il y a deux manières de l'aborder. Ici au festival, on le ressent aussi avec la jeunesse, quand on fait les parcours pour les jeunes, etc. Il y a quelqu'un qui dit « Ouh là là, ce spectacle-là, il y a cette image, il a ce sujet-là, il a ce moment où ça se passe. » Premier reflet, peut-être c'est pas bon pour les jeunes. Et après, la deuxième chose qu'on doit toujours se poser, c'est « Mais pourquoi ?» Et parfois, raison, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée parce que voilà, ça va entamer un débat, ça va heurter des sensibilités, mais d'un autre côté, la plupart des fois, c'est une hyper bonne idée si on les prépare. S'il y a un peu de médiation et si on débrief après, et si ça devient aussi un sujet de travail, pourquoi oui, pourquoi non. Et cette question-là, je pense que le danger, c'est d'essayer de continuer à faire un travail auprès de la jeunesse, un travail de passeur, un travail de transmission, mais de réduire le risque de critique, même de la part des familles, de la part des jeunes eux-mêmes, ou du contexte d'où viennent les jeux, réduire le risque à un point, parce que c'est toujours une négociation, je comprends bien, ça dépend des contextes, ça dépend du type de risque, mais réduire le risque à un point où on dit, écoutez, on fait notre job, mais on le fait en prenant le moins de risques possible. Là, on abandonne la question de la formation d'opinion, parce que sans clivage, sans dissensus, il n'y a pas de débat, sans débat, il n'y a pas de formation d'opinion. On est juste en train de les exposer à quelque chose qui vient peut-être confirmer, ou au moins pas interpeller leurs convictions, là d'où ils viennent, le contexte où ils sont, et ça, c'est pas, je dirais, notre mission. Bien sûr. C'est pas vraiment une question, c'est un truc qui, je sais pas trop comment le formuler, c'est une remarque plutôt. Mais Ali, il dit à la fin, dernier message, je ne me révolte pas. Et moi, je sais pas, ça me... Et pourquoi il se révolte pas? Est-ce que vous avez discuté ça? Enfin, je sais pas. Moi, ça résonne et je me dis, ok, il se révolte pas. C'est ce qu'il lui dit. C'est ce qu'il lui dit. C'est le dernier message. Alors, mais moi, j'aurais aimé qu'il se révolte. Là. Je peux soit le prendre comme une remarque et vous dire merci beaucoup, soit comme une question, et je la trouve très intéressante. Déjà, la phrase « je ne me révolte pas », elle vient de la chanson. Ok. Et c'est très beau dans la chanson, c'est quelqu'un qui quitte quelqu'un et lui il dit, c'est une chanson de résignation. Je ne me révolte pas, t'inquiète pas, je te souhaite le mieux, je veux que tu te trouves, tu vas me manquer, mais manquer quelqu'un c'est mieux que rien ressentir. Voilà. Voilà. Il y a cette chanson, elle est là depuis le début, comme une espèce de promesse de quelque chose que lui il chante mais il refuse. Avec sa fille il dit mais ne lâche pas,
Tu reviens, je vais te convaincre, je vais te parler de tomates, je vais te parler de mémoire. Tu ne vas pas oublier, au dernier moment, tu retourneras, je vais gagner cette bataille. Tu seras avec moi, moi j'ai tort, t'as tort. Et à la fin, la fille, à plusieurs endroits, elle le dit, et on le pressent de la nature de leur relation, elle voudrait être soutenue même quand il n'est pas d'accord. La dernière chose qu'elle lui dit avant d'oublier qui il est complètement, c'est quand elle parle déjà à la troisième personne, Amina aimerait bien que vous la souteniez, quelque chose comme ça, et encourager. Il y a quelque chose de très genre, la capacité d'encourager vers quelque chose qui n'est pas juste à notre avis. Comme une preuve d'amour, face à l'émancipation. Le moment où l'enfant décide, parce qu'on les prépare pour l'émancipation, mais l'émancipation qu'on souhaite nous. C'est ça. Ma fille me dit je vote RN, je lui dis attends. Et elle me dit mais je suis adulte. Ouais mais t'es bête, allez viens. Tu t'assois et tu m'écoutes. Voilà. Et alors cette idée d'émancipation, mais qui a tort, elle est présente pendant tout le spectacle. Et à la fin, attention, pour arriver à cette conclusion, on a pleuré pendant des jours, les trois, surtout les trois. Mais l'équipe, on pleure beaucoup. À un moment donné, au début du projet, on avait du café, des feuilles de papier pour des notes, le texte. On avait des choses comme ça. Et troisième, quatrième jour de répétition, on a dit, il manque un outil, c'est des mouchoirs. Il y a toujours des mouchoirs. Mais on pleurait comme des fous. Et à la fin, on s'est dit... Alors, il y a deux interprétations. Vous me demandez précisément ça. Est-ce qu'il est sincère ou pas quand il le fait? Voilà, c'est ça. Voilà. Quand il dit « je ne me révolte pas », mais surtout quand il dit « vous allez faire un monde mieux, tu seras heureuse, ton enfant sera heureux, je suis fier de toi, tu as bien fait, c'est comme ça qu'il faut faire, bravo, vas-y, je t'aimerai pour toujours ». Est-ce qu'il est sincère parce qu'il a changé d'idée? Évidemment que non. Mais il a rassuré sincère parce qu'il lui montre qu'il l'a compris. C'est une preuve. On sait qu'il ne va jamais changer d'idée, mais la preuve d'amour, c'est de dire j'ai tout essayé, c'est déjà perdu en plus. La dernière chose que je veux te souhaiter, c'est écoute, vas-y, si ça te fait heureuse, vote RN. Oui, mais... c'est mal comparé, désolé. Non, mais c'est la même chose. Mais, si, c'est bien. Mais pour moi, c'est aussi tragique qu'aller en Mars. Si ma fille votait RN, ça serait... Ouais. Non, mais juste... c'est pareil, puisqu'elle va à Mars avec Novus, avec voilà, cette dictature. Oui, mais c'est juste... C'est une preuve d'amour. Oui, mais... On la soutient. Mais lui, il va rester. C'est une preuve d'amour. Il lui parle à elle. Mais il faut bien attention, quand il parle, attention, juste pour finir, et je le dis déjà à tout le monde, ne me révolte pas n'est pas une révolte politique. C'est je ne me révolte pas avec ta décision. Mais lui, clairement, il dit les républiques résistent. Il travaille à un hôpital qui est clairement un hôpital service public. On voit bien que c'est un hôpital merdique. Voilà. C'est vraiment lui, il reste, il se bat à son échelle. Il est impliqué, il souhaite qu'elle vienne, elle ne vient pas, et il dit « je ne me révolte pas contre toi ». Ça n'a rien à voir avec « je ne me révolte pas dans la vie », il est toujours engagé. Après, je ne sais pas, et on a beaucoup discuté de ça, et c'est là qu'on a des réponses différentes. Par exemple, Adama, il pense qu'il sera brisé pour toujours, c'est fini pour lui. Il ne va plus s'engager, il a perdu tout espoir. Mais c'est ça, et c'est pour ça là on pense à Camus. Alison, elle dit non, c'est une lettre d'amour. Le jour d'après, il est à l'hôpital et encore plus. Moi, je dis bravo, je m'en fiche parce que la fin est la même. Et si ça vous aide à la jouer, bravo. Mais moi, je suis clairement avec Alison. Tu vois, quand on vit des grandes tragédies, parfois on devient encore plus fort. Il y a des gens qui sont cassés pour toujours et n'arrivent pas à récupérer. Et il y a des gens qui deviennent les ambassadeurs de la force. Alors ça va alimenter sa révolte, finalement. Ça va la nourrir. Si vous voulez le croire, je vous laisse imaginer la continuation qui n'est pas écrite. Continuer à aller à l'hôpital, à se battre avec encore plus de force. Vous êtes enseignante? Oui. Ouais, il va se battre. Il a gardé toute sa force là. Il va continuer demain.